Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel, tant de bleu. Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux. Et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux, tant de bleu. La vie est pleine de surprises. On débute seul, on finit hélas seul. Mais entre-temps, on ne compte plus le nombre de gens que l'on rencontre. Si vous êtes commerçant, par exemple, et que pendant 35 ans, vous tenez une boucherie, pour être plus précis, imaginez un peu le nombre de clients que vous pouvez rencontrer, sans compter que si vous exerciez dans un village ou une toute petite agglomération, les clients sont devenus des amis ou des histoires. Je peux vous garantir que vous en entendrez des vertes et des pas mûres. À dire vrai, on prend quelques rides, la peau se parchemine, les veines sont plus saillantes, les yeux voient moins bien et le souffle est plus court. Mais sous cette enveloppe charnelle qui lutte contre le temps, demeure une jeune femme amoureuse, un jeune homme trop pressé, un couple en devenir, et des blessures et des souffrances, des larmes de joie comme de peine, et le même émerveillement devant les choses de la vie. Et ce qu'il y a de plus beau dans la beauté des formes, comme dans la beauté morale des caractères, et comme dans la beauté matérielle de la création, c'est, disait le poète Lamartine, ce qu'il y a de plus voilé, les mystères du corps, du cœur ou de la nature sont les ravissements de l'intelligence, de l'âme ou des yeux. Il semble que Dieu ait jeté une ombre sur ce qu'il y a de plus délicat ou de plus divin pour en provoquer le désir par le secret et pour en modérer l'éclat de nos regards, comme il a mis des cils sur nos yeux pour y tempérer l'impression de la lumière, comme il a mis la nuit sur les étoiles pour nous provoquer à les poursuivre de l'œil dans leur océan aérien, à mesurer sa puissance et sa grandeur, à ces clous de feu que ses doigts, en touchant la voûte du ciel, ont laissé pour empreinte sur le firmament. Les vallées sont les mystères des paysages. On les pénètre d'autant plus qu'elles cherchent davantage à se recourber, à s'ensevelir, à s'abriter. Telle est l'impression de la vallée de la Bourbre à chaque pas de plus que fait le voyageur pour la découvrir. Plus on la découvre, plus elle s'enfuit. Une froide et humide matinée d'automne dans cette région a un tel caractère de rêverie et de tristesse qu'on s'explique aisément la sombre nostalgie qui s'empare alors des étrangers nés sous un ciel plus riche de lumière et de vie. Le voile de brume grise et lourde qui enveloppe toute la création animée semble étendre sa mélancolique influence sur les plus vives impressions de l'âme qui aspire, inerte et triste, après un rayon de lumière. L'histoire de la poésie et des idées des peuples est plus attachée qu'on ne pense à celle de l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Une page de Camilleri reflète le ciel sicilien. À travers la petite musique cruelle de Stieg Larsson, on entend mugir le génie des tempêtes du Nord, comme au-delà des mots de Jan Rankin, on s'imprègne des odeurs de filets saufiches et de frites lardonnées écossaises. Le ciel était bas, les cœurs étaient lourds, mais les enfants s'égayaient dans les champs effeuillés de tabac. On avait cueilli une à une toutes les feuilles, rang par rang, celles de terre, celles de corps et celles de couronne.
et elle séchait sous les auvents des fermes, bruissant au moindre souffle et semblant réinventer les harpes éoliennes des papyrus égyptiens du village des artisans. Bientôt, elle serait redistribuée en manioc pour rejoindre les hangars des dépôts manufacturiers de Pont de Beauvoisin. Le ciel lourd prenait des allures de mantra, et dans les fermes, on jasait ferme sur le passage de la bleue. Ah, la bleue! Je mange ma soupe et vous explique la suite. Singulière femme que celle-ci. Une ancienne institutrice pour certains et une infirmière pour d'autres qui avait perdu quelque peu la raison et qui avait élu domicile dans une aspérité rocheuse, une sorte de grotte à Voiron, en dessous de Notre-Dame de... Chaque jour, cette ombre de féminité ne refusait aucun kilomètre dans ses longues errances de village en village. Elle promenait ses gouris ou cochons d'Inde qu'elle maternait dans son pichol intérieur confortable d'un soutien-gorge de fortune. Elle les aérait et les faisait sortir à l'abri des enfants taquins. Mais ces derniers, toujours terrés en des caches propices, ne manquaient jamais l'affaire. Par de courts et brefs claquements de langue sur le palais, elle récupérait sa progéniture animale et la replaçait aux côtés de ses seins, mamelles protectrices plus que nourricières, et ce devantis exhalait des odeurs mêlées des cobayes, de leurs besoins naturels et de la sueur de la matrone, sueur naturelle et engendrée par la promiscuité mammifère. La bleue, on la craignait autant qu'on la vénérait. C'était tout autant une fée qu'une sorcière, quelque bon augure et un mauvais œil, et on craignait ses ragots involontaires, car elle n'avait certainement pas mauvais esprit comme ses vérités crues sur l'inconstance des gaillards des hameaux alentours. Peut-être est-ce ainsi que se répandit la rumeur comme en retour de boomerang. La bleue était elle-même l'objet d'une médisance, et non des moindres, puisque, selon les lieux, on la disait capable de vous mijoter quelques concoctions susceptibles de vous débarrasser d'un nuisible ou de donner de la vigueur à un mal oublieux et plus endormi encore que Bose. Un bouillon de 11 heures ou un sublimé, au choix. Ailleurs, on laissait croire qu'elle était également un peu faiseuse d'anges et qu'elle gardait sur elle un petit carnet sur lequel elle notait toutes les interventions divines qu'elle avait réalisées et que des femmes perdues avaient appelées de leurs vœux. Sur un autre carnet, on disait encore qu'elle notait toutes les naissances illicites qu'elle aurait assistées et les noms des enfants qu'elle aurait elle-même conduits au tourniquet des enfants trouvés. Le Toine lui avait volé un de ses carnets pour découvrir de qui elle était réellement le rejeton, et Mal lui en avait pris, puisqu'on l'avait retrouvé agité comme une branche de sourcier devant un puisard, frappé d'une aphasie sûrement passagère, mais très impressionnante, d'où il sortit pour répéter inlassablement qu'il avait caché le carnet aux 3 trous des châtelains, faisant allusion à une bien étonnante histoire. Mais, pour cela, il nous faut un conteur. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Le Joseph, lui, aurait pu être heureux. Son benêt de fils Charles était né juste à temps pour lui épargner la dernière conscription. Et si jamais il y avait un nouveau conflit,
ce que quelquefois les journaux alarmistes évoquaient, eh bien, il serait sûrement trop vieux pour y aller à cette chiennerie guerrière qui vous arrache les bras des plus solides des villages et des hameaux. Oui, le Joseph n'avait pas quoi de se plaindre, sans compter que l'Élise, qu'il avait mariée de la domesticité du château, n'était pas une feignante, qu'elle tenait bien sa table, qu'elle était économe comme quatre, et que, question de gaudriole, elle n'était pas la dernière. Bref, le Joseph, il avait tout pour être heureux. Si ce n'est que le Raymond, celui de la Chèvre-Soule, de l'autre côté de la route, prospérait plus vite que lui, qu'il avouait, ce bougre, avoir plus de biens que beaucoup, et que même, s'il s'était rendu chez le notaire, pas plus tard que la semaine dernière, c'était pour y acquérir quelques arpents de plus de pré, sans compter que le Raymond était son cadet et faisait affaire avec des gens de la ville. « Nom de Dieu !» maugréait le Joseph. « Mais comment qu'il fait, ce salopard ? Pour un jeune, il est adroit et il n'a pas peur des citadins. » Qu'importe de qui le Raymond avait peur ou pas. Le Joseph, lui, en perdit l'appétit, le sommeil et l'envie même de faire prospérer l'exploitation, tant l'affaire lui paraissait injuste. Alors, le Joseph, un soir de rage, se mit à compter et à recompter ses billets pour voir si jamais il pourrait lui aussi acheter un nouveau champ, puisque même la Bénédicte de Chassigneux vendait celui qu'elle possédait de feu son mari au carrefour des Hautes-Terres. 1000, 2000, 3000, 4000, bigré, se mit à penser le Joseph. Je savais pas que j'avais tant économisé. Il poursuivit son décompte jusqu'à parvenir à 7500 francs, ce qui à l'époque était une somme faramineuse. 7500 francs gagnés à la sueur de son front. Enfin, pas entièrement. Oh, il y avait bien cette affaire pas très catholique qu'il avait traitée avec la Marie et qui lui avait laissé un petit goût amer de manque de probité et dont il se souvenait toujours, parce que la Marie, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, lui avait dit alors qu'il n'emporterait pas ce sale tour de cochon au paradis et que même au contraire, son sale argent finirait dans les flammes de l'enfer. Oh, bon, pensa-t-il, à quoi bon ruminer tout ça? Ce qui est fait est fait. Et les sous sont bien là. Mais le Joseph était un anxieux, un soupçonneux même, une sorte de malade, de persécuté chronique, qui croyait toujours que tout le monde lui en voulait, et surtout en voulait à son argent. Alors, il lui fallait, en attendant d'aller chez le notaire, cacher ce magot-là. Il décida de le faire dans le poulailler, sous la paillasse d'une belle poule couveuse, et la nuit vint, n'empêchant pas le Joseph de se retourner tant et plus dans son pucier, à laisser croire à l'Élise que quelques ardeurs priapiques tardives étaient venues réveiller son mal, comme le bouze
endormi du poème de Victor Hugo. Mais Élise n'était pas Ruth, et le sommeil gagna finalement toute la maisonnée. Le lendemain matin, le Joseph s'empressa, avant même son café et sa gnôle, d'aller requérir son portefeuille plein à craquer pour le cacher en un meilleur endroit. Une lueur lui traversa l'esprit dans la souillarde du port, là où, sous les planches 10 jointes, on recueille les excréments. Personne n'irait chercher en ce lieu, sans compter que, bien protégé par un sac de jute, l'argent ne serait plus sale qu'auparavant et qu'en plus, si un malfaiteur venait à tenter de lui dérober, le verra lui arracherait la main sans l'ombre d'un repentir ou d'un dégoût. Et il le fit. À midi, le portefeuille avait rechangé de place pour aller sous le siège de la botelleuse. À 3 heures, il retournait au poulailler. À 18 heures, il était enfoui dans le dernier clapier au lapin mâle, pour finir par revenir chez le porc, qui n'avait jamais vu pareille animation en si peu de temps. La nuit suivante fut encore plus agitée et douloureuse que la précédente, si ce n'est que l'Élise parvint à satisfaire sa féminité avec un Joseph aussi enclin à l'ouvrage que le mulet boiteux à tirer la charrue. Au 2e matin, la fièvre du portefeuille baladeur reprit le Joseph de plus belle. Un tour sur la margelle du puits, un autre sur le grain au grenier, un 3e dans un raisin de maïs sous l'être, et toujours le Joseph se croyait épié et voyait les yeux furteurs de Raymond comme Caïn sa conscience au fond même de sa tombe. La 3e nuit fut un enfer. Élise crut qu'à ce rythme-là, le Joseph avait attrapé une maladie et qu'il risquait de la mettre grosse malgré son âge. Et au petit matin, au premier chant du coq, elle s'aperçut que son homme était déjà sorti et qu'il arpentait le champ bas avec l'ardeur d'un semeur n'ayant rien à semer, malgré les moulinets des bras. Mon Dieu, pensa-t-elle, mon Joseph devient brelin. Puis le Charles, qui n'est pas apte à bien l'aider aux travaux des champs, oh, qu'allons-nous devenir? Peut-être que mon mâle, il ne mange pas assez. Tiens, je vais lui faire des gaufres de sarrasin qu'il mangera le soir avec de la peutafine, notre fromage, fort composé de tous les restes de caillé. Seulement, il faut que j'allume la cuisinière d'hiver, alors qu'on est à la mi-août. Mais bah, tant pis, je serai bien pour 2. L'Élise alluma donc le poêle de tout feu, réchauffant l'eau croupie laissée dans la bouilloire, et se mit à préparer sa pâte à gaufres. L'appareil prêt, elle sentit ronfler la cuisinière, malgré une odeur âcre, comme de la peau de chèvre brûlée ou de couenne rance oubliée au fourneau, et une fumée noirâtre remontait dans les tuyaux, mais elle n'en prit guère plus garde, tant la confection des gaufres l'occupait. Le chat ronronnait de plaisir au coin du feu allumé, quand soudain le Joseph, comme emparé par le démon, déboula dans la cuisine, hurlant comme un véritable forcené, et se mettant à inonder la cuisinière, le gaufrier de l'Élise, avec 2 seaux tirés du puits. Cela ne suffisait pas. Il se mit à uriner sur la fonte chaude, crépissant de dépit. « Malheureuse, qu'as-tu fait ?» se mit-il à hurler. « Eh !» s'excusa l'Élise, « ce n'est rien.
On ne va pas faire d'histoire pour ça. Mais le diable en personne s'était réincarné en son homme. Il fouillait à même les cendres encore brûlantes de la cuisinière, cherchant l'objet même de son ire, et tirant soudain quelques centimètres rabougris de cuir brûlé, s'agenouilla à même la chape de la cuisine, se frappant la poitrine comme un repentant de carême et s'arrachant les cheveux. Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu, des années d'économie parties là, en fumée. Le Charles commençait à redouter le pire, et l'Élise ne se sentait plus du tout bien, à la limite de l'évanouissement. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Le radin de Joseph n'avait pas trouvé de meilleure cache que le fourneau non allumé. C'était sans se souvenir de la prédiction de la Marie. Les flammes de l'enfer ne sont pas seulement celles des retours d'affection, elles sont en quelque sorte les dernières braises de la conscience. Joseph devrait encore attendre pour acheter le prêt du bras, dont nul ne savait ce qu'il en aurait fait. Le Charles se mit un peu plus à l'ouvrage, et l'Élise, pour se faire pardonner, apprit à faire des gaufres à la nouvelle cuisinière, celle du butane, nouvellement installée dans l'uto, la cuisine, et à se faire plus minaude les soirs dans le lit conjugal, pour empêcher le Joseph à trop se faire du sang mauvais. Le malheur d'argent se suffit à lui-même. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie? La Glaudine, elle ramassait des herbes et en cultivait, parce que c'était une soigneuse pour les bobos au corps, ou même des maux plus graves, comme des bleus à l'âme. C'est elle qu'on venait consulter en tout premier lieu. Si par hasard, une grippe ou une douleur articulaire mal soignée par le docteur persistait, alors la Glaudine était investie de la phase finale de la guérison. Soigneuse, la Glaudine l'était à plus d'un titre. Des mauvais esprits prétendaient même qu'elle était faiseuse d'anges. Décidément, c'est une manie. Oui, oui, vous avez bien eu de ces personnages condamnés par la société, réprouvés par la morale, mais qu'on consultait tout de même, quand, par inadvertance, simple étourderie, savants calculs erronés ou empressements amoureux, on se retrouvait enceinte et qu'il fallait bien faire passer la sauce pour que ni le mari ne regimbe, ni l'entourage ne trouve à redire. La Glaudine, elle savait y faire. Ça commençait par des tisanes, puis des potions plus élaborées, des briques chaudes, puis glacées, posées alternativement sur le ventre replet pour finir en dernière urgence par le recours à l'aiguille du tricot. Ah, sûr que Madame Veil eût critiqué en ces temps les méthodes, mais on faisait comme on pouvait, et surtout avec l'urgence d'alors. Aucun médecin n'avait accepté l'indigne tâche, encore moins des services hospitaliers ou des soins infirmiers, tandis que la Glaudine, elle, si, une fois seulement,
C'était il y a bien longtemps, quand elle était encore jeune femme et qu'elle avait dû être émue par cette maternité refusée. Alors qu'elle eut tant aimé donner la vie, mais ne pouvait point. C'était la maîtresse d'un métayer qui était tellement arrogant et qui ne voulait tellement pas cet enfant, alors que la principale intéressée en voulait, elle, que la Glaudine a un peu trafiqué dans les tripes, histoire de provoquer un saignement bénin, et en prenant bien garde de ne pas toucher au fœtus. Tant et si bien que le métayer vit sa fille de ferme grossir à vue d'œil, que sa femme le quitta pour retourner chez ses parents, et que lui, ridiculisé dans tout le canton, se laissa glisser dans une boutasse à la mode de par chez nous. C'est-à-dire peut-être avec quelques tapes inamicales sur l'épaule, ou alors cette indifférence féroce qui inéluctablement vous conduit à rejoindre la vase. La Glaudine, quant à elle, elle se n'en était pas formalisée plus que ça de cet assassinat par procuration. Un homme qui ne veut que le plaisir dans l'aurore et qui se refuse à être père, ça n'a guère d'intérêt, sauf à le soigner au bromure, à la centaurée ou à l'aspirer pour calmer ses ardeurs extra-conjugales. La Glaudine, elle était certes avorteuse, mais elle travaillait aussi en amont, puisqu'on lui prêtait quelques dons certains de marieuse, ce que la Bleue ne sut jamais mener à bien. C'est ainsi que le Lucien, il avait connu la Félicie. Le Lucien, il était dégourdi comme l'as de pique, comme le prétend le dicton populaire, et il était bête comme une valise, c'est-à-dire qu'il avait bien une poignée, mais pas de contenant, encore moins de contenu. Bref, il ne valait pas grand-chose au travail, et moins encore à la besogne amoureuse. Un vrai poussant. Mais la Félicie, qui savait qu'elle n'était point stérile, eût bien voulu procréer. Seulement voilà, son Lucien ne savait pas trop s'y prendre. Et cela risquait fort bien de durer longtemps. La Glaudine savait ce qu'il fallait faire en pareil cas. Et la Bleue dut apprendre d'elle. Elle s'enquit de quelques plantes sèches dans des tépins, pots de forme haute, qu'elle conservait à même la terre battue, et se mit à les écraser dans un mourti, puis à préparer cette mixture dans la nota des gaudes, afin de rendre l'ensemble consommable. Elle conseilla à la Félicie de faire avaler le tout à son feignant d'homme, qui, ce soir-là, trouva un drôle de goût à la soupe. Dans les heures qui suivirent, le Lucien, il n'allait plus bien du tout. Ne voilà-t-il pas qu'il délirait, qu'une fièvre de cheval s'emparait de lui, et qu'on aurait dit qu'il allait passer de vie à trépas? On appela le médecin, qui eut tout le mal du monde à diagnostiquer une indigestion fâcheuse, sans trop comprendre ce que d'une soupe de quelques ravioles à la mode de roman, c'est-à-dire fourrée de fromage et d'herbe et de la pétaline, avait pu mettre si mal un bougre semblable. Dans la nuit, Lucien se remit à délirer dans son affolement. La Félicie
appela ses voisins les plus directs. On eût pu croire que tout Virieu allait y passer. Oh, les hommes eurent bien du mal à recoucher l'agité, qui sans cesse se relevait dans son lit et proférait des injures et des propos indécents. C'était le Marcel, le menuisier, qui se proposa alors de rester à veiller Lucien, au cas où. Sa mère ne voyait pas bien d'un bon œil cette première escapade à 34 ans, révolue, hors du foyer parental. Mais il fallait se faire une raison. Le Lucien risquait de se faire bien du mal à se mettre dans cet état. Et le médecin avait été formel. Ce n'était pas contagieux. C'est au petit matin que la Félicie, se réveillant au premier chant du premier coq, un vraiment zélé celui-là, qui croyait ferme qu'en travaillant plus, il gagnerait plus, trouva les bras vigoureux du Marcel enlacés autour de sa taille. Elle se releva, comme si de rien n'était, courut voir le Lucien qui dormait à poing fermé et profita du sommeil ambiant de la maison pour faire un brin de toilette. Elle se sentait guillerette ce matin. Elle prépara le café dont l'arôme réveilla le Marcel. Celui-ci ne dit pratiquement rien, but une tasse, puis deux, tout en dévorant les tartines que la Félicie préparait avec une tendresse toute particulière. Puis, il sortit sans un mot dans la fraîcheur du matin. La rosée avait beau être importante et le froid bien installé, Marcel se sentait bien, heureux de vivre, et saluant hâtivement sa mère de se rendre au travail. Le Lucien se sentit mieux vers les midis, et lui aussi, atteint d'un mutisme soudain, prit un solide repas et s'engagea dans le chemin de la prairie pour y couper des osiers et les tremper avant de les vanner. Félicie s'arrondit au fur et à mesure des mois et accoucha d'un solide bonhomme, charpenté dès sa naissance comme un futur compagnon du devoir. Le silence revint dans la campagne. Quelquefois, certains voyaient Félicie promener son bambin du côté de chez la Glaudine. On y voyait aussi le Marcel aller et venir de chez la soigneuse. Peut-être y faisait-il quelques menus travaux, mais on n'en pensait pas plus. Félicie eut 2 autres enfants, sans que le Lucien ne comprenne grand-chose à la procréation. Après tout, au catéchisme, on lui avait bien parlé de l'Immaculée Conception. Le Marcel ne se maria jamais. Il fut le parrain de l'aîné de Félicie. Normal, il avait si bien veillé sur Lucien. Et les 2 autres enfants, blonds comme lui, un simple hasard, l'appelèrent toujours Tonton. Glaudine ne savait toujours pas en quoi la potion avait raté. Mais comme la vie nous réserve parfois des surprises, allant au-delà de toutes nos espérances, elle ne fut pas loin de croire que le bon Dieu ou le démon l'inspirait quelquefois et qu'il y avait soit un miracle, soit sorcellerie là-dessous. La mer même en furie ne s'en approche pas, plus bleu que le bleu de tes yeux. Je ne vois que les rêves
que m'apportent tes yeux.